Imaginez la scène. Vous fréquentez quelqu'un depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. Les conversations coulent naturellement, les messages s'enchaînent, vous partagez des moments qui semblent compter pour les deux. Et puis, un jour, rien. Plus de réponses. Plus de signes de vie. Les messages restent sans réponse, les appels ne sont pas décrochés, les stories sont vues mais le silence reste total. Cette personne n'a pas disparu de la surface de la Terre, vous la voyez toujours active sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'elle a lu vos messages, elle a juste décidé, sans un mot, sans une explication, de cesser toute communication. De disparaître. De vous laisser seul avec vos questions, vos doutes, et ce silence qui dit tout et ne dit rien à la fois. Vous venez de vivre ce qu'on appelle le ghosting. Et si vous pensez que c'est un phénomène récent, apparu avec les applications de rencontres et les réseaux sociaux, vous avez en partie raison, le mot est nouveau, la pratique s'est largement amplifiée avec le numérique, mais le phénomène lui-même, cette façon de couper tout contact sans explication, est aussi vieux que les relations humaines. Ce qui a changé, c'est la facilité avec laquelle on peut désormais disparaître, et la difficulté croissante pour celui qui est ghosté de trouver une closure, une explication, un point final. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le ghosting, pourquoi les gens le font, ce qu'il provoque chez celui qui le reçoit, pourquoi il est devenu si répandu à l'ère du numérique, et surtout comment se reconstruire quand on en est victime, et comment éviter d'en faire soi-même sans s'en rendre compte. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations avec profondeur et honnêteté, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, et à la partager autour de vous à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, plongeons dans le sujet. Le terme « ghosting » vient de l'anglais « ghost », fantôme. Et l'image est particulièrement juste. Celui qui ghoste devient un fantôme toujours présent quelque part, visible en périphérie, mais inaccessible, insaisissable, comme s'il n'existait plus vraiment dans votre vie tout en continuant d'exister ailleurs. Et celui qui est ghosté se retrouve dans une position étrange, en deuil d'une relation qui n'est pas officiellement terminée, cherchant à faire le deuil de quelque chose dont la fin n'a jamais été prononcée. Le ghosting peut prendre de nombreuses formes et toucher de nombreux types de relations. Il y a le ghosting romantique, le plus connu, le plus documenté, celui dont on parle le plus. Mais il y a aussi le ghosting amical, un ami qui disparaît progressivement ou brutalement sans jamais s'expliquer. Le ghosting professionnel, un recruteur qui ne donne plus signe de vie après un entretien, un collaborateur qui cesse de répondre, un client qui disparaît sans raison. Et même le ghosting familial, dans les situations de rupture familiale où quelqu'un choisit de couper le contact sans discussion. Dans tous ces contextes, le mécanisme est le même, une personne choisit le silence plutôt que l'explication. Elle choisit de disparaître plutôt que d'avoir une conversation difficile. Et cette décision, quelle que soit sa forme, laisse toujours l'autre dans le même état, cette suspension douloureuse entre la question et la réponse qui ne vient jamais. Mais avant d'aller plus loin, il est important de faire une distinction fondamentale. Tout silence n'est pas du ghosting. Couper le contact avec quelqu'un qui est toxique, violent ou dangereux n'est pas du ghosting, c'est de la protection. Ne plus répondre à quelqu'un avec qui vous n'aviez eu qu'un seul échange superficiel sur une application de rencontre n'est pas du ghosting, c'est une réalité banale des interactions numériques. Le ghosting, au sens vrai du terme, c'est disparaître après qu'un lien réel a été établi, après des semaines ou des mois d'échange, après des moments partagés, après que l'autre a eu des raisons légitimes de penser que vous comptiez l'un pour l'autre. C'est cette rupture-là, dans ce contexte-là, qui est problématique. Alors pourquoi les gens ghostent-ils ? C'est la question que tout le monde se pose, et la réponse est plus complexe et plus nuancée qu'on ne le croit souvent. La première raison, et de loin la plus répandue, c'est la peur du conflit et l'évitement de la confrontation. Avoir une conversation de rupture est difficile. Dire à quelqu'un « je ne veux plus te voir » ou « je ne ressens pas ce que tu ressens » ou « quelque chose ne fonctionne pas entre nous », c'est une conversation inconfortable, potentiellement douloureuse, qui demande un courage émotionnel que beaucoup de gens n'ont pas envie de mobiliser. Et dans notre culture, où l'évitement émotionnel est souvent normalisé, disparaître semble, à tort, plus simple et moins cruel que d'affronter cette conversation. Le ghosteur se convainc souvent que disparaître, c'est épargner à l'autre une confrontation douloureuse. Ce qu'il ne voit pas, c'est que cette disparition est en réalité bien plus douloureuse que n'importe quelle conversation directe. La deuxième raison, c'est l'incapacité à gérer la culpabilité. Certaines personnes ghostent parce qu'elles savent qu'elles ont mal agi, qu'elles ont entretenu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû, qu'elles ont envoyé des signaux contradictoires, qu'elles ont laissé l'autre croire à quelque chose qui n'était pas là.
Et plutôt que d'affronter cette culpabilité dans une conversation, elles préfèrent disparaître. La disparition devient un mécanisme de fuite, pas seulement de l'autre, mais de leur propre inconfort émotionnel. La troisième raison, c'est la facilité qu'offre le numérique. Avant les smartphones et les réseaux sociaux, disparaître sans explication était plus difficile. Il fallait une vraie décision, un vrai acte. Aujourd'hui, on peut ghoster quelqu'un simplement en ne répondant plus, sans effort actif, sans confrontation physique, depuis le confort de son canapé. La technologie a rendu le ghosting presque frictionless et cette absence de friction a largement contribué à sa normalisation. Ce qui était autrefois un acte notable est devenu, pour beaucoup, une façon ordinaire de mettre fin à quelque chose. La quatrième raison, c'est la culture du choix infini que les applications de rencontres ont instaurée. Quand on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à un swipe de distance, les relations deviennent plus facilement jetables. Investir dans une conversation de rupture difficile semble moins prioritaire quand on peut passer à la prochaine personne en quelques secondes. Cette logique consumériste appliquée aux relations humaines est profondément problématique, mais elle est réelle, et elle explique en partie l'explosion du ghosting dans le contexte des rencontres en ligne. La cinquième raison, plus rare mais importante à mentionner, c'est une forme de punition ou de manipulation. Certaines personnes ghostent délibérément pour blesser, pour reprendre le contrôle, pour signifier leur déplaisir sans avoir à s'expliquer. Dans ce cas, le ghosting s'apparente à du silent treatment, une forme de violence passive qui utilise le silence comme arme. Maintenant, parlons de ce que ressent la personne qui est ghostée. Parce que pour comprendre pourquoi le ghosting est si problématique, il faut vraiment mesurer l'impact qu'il a sur celui qui le subit. La première chose que ressent la victime du ghosting, c'est la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Cette phase de confusion peut durer des heures, des jours, pendant lesquels le cerveau cherche désespérément une explication rationnelle à ce silence inexplicable. Puis vient l'anxiété. Le silence s'éternise et la confusion laisse place à une angoisse croissante. On relit les derniers messages, on rejoue les dernières conversations, on cherche le moment où quelque chose a déraillé. Cette rumination est épuisante et souvent vaine, parce qu'il n'y a pas toujours eu de moment précis. Parfois l'autre a simplement décidé, sans raison claire ou communicable, de ne plus être là. Ensuite vient la remise en question de soi. Et c'est là que le ghosting fait le plus de dégâts psychologiques. Dans l'absence de toute explication, l'esprit humain remplit le vide, et il le remplit souvent avec ce qu'il a de plus disponible, la critique de soi. Je n'étais pas assez intéressant. Je n'étais pas assez séduisant. J'ai dû faire quelque chose de mal. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a envie de garder. Ces pensées, sans aucune information pour les contrebalancer, peuvent s'installer durablement et affecter profondément l'estime de soi, bien au-delà de cette relation spécifique. Des études menées par des chercheurs en psychologie sociale ont montré que le ghosting active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, ce que nous avions déjà mentionné à propos du silent treatment, et qui se confirme ici aussi. L'exclusion sociale est vécue par le cerveau comme une menace réelle. Et le fait de ne pas avoir d'explication, de ne pas pouvoir donner un sens à ce rejet, amplifie considérablement cette douleur. Une rupture douloureuse mais expliquée permet de faire le deuil, de comprendre, d'avancer. Un ghosting ne permet rien de tout ça, il laisse la blessure ouverte, sans point de suture. Il y a aussi un impact spécifique du ghosting à l'ère des réseaux sociaux qui mérite d'être mentionné. Quand quelqu'un vous ghoste mais reste visible sur Instagram, quand vous voyez qu'il a regardé votre story, quand vous le voyez commenter des publications d'autres personnes, cette visibilité partielle est particulièrement cruelle. Elle confirme que la personne est là, qu'elle est vivante et active, qu'elle a fait un choix conscient de vous ignorer. Et cette confirmation rend la douleur encore plus difficile à traverser que si la personne avait simplement disparu de façon complète. Le ghosting a aussi des effets à plus long terme sur la façon dont les victimes abordent les relations futures. Des recherches montrent que les personnes ghostées à répétition développent une méfiance relationnelle, une difficulté à s'investir pleinement dans de nouvelles relations, une hypervigilance aux signes de rejet, une tendance à anticiper l'abandon avant même qu'il se produise. Ce mécanisme de protection est compréhensible, mais il peut devenir un obstacle à la construction de liens authentiques et profonds. Maintenant, une question que peu de gens osent poser honnêtement, est-ce qu'il y a des situations où ghoster est justifié? Est-ce qu'il y a des contextes où disparaître sans explication est la bonne décision? Et la réponse honnête, comme pour beaucoup de questions complexes, c'est que ça dépend. Si quelqu'un représente une menace, s'il est violent, harcelant,
ou si toute tentative de mettre fin à la relation risque d'escalader de façon dangereuse, alors couper tout contact sans explication peut être une décision de sécurité légitime et nécessaire. Ce n'est pas du ghosting au sens moral, c'est de l'autopréservation. Mais dans la grande majorité des situations ordinaires, une relation naissante qui ne fonctionne pas, une attirance qui s'est dissipée, un désaccord de valeurs, ghoster n'est pas une solution. C'est un évitement. Et cet évitement a un coût réel pour l'autre personne, un coût en douleur, en confusion, en remise en question de soi, qui est rarement mesuré par celui qui disparaît. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, nous vivons dans une époque qui valorise de plus en plus le confort émotionnel immédiat au détriment de la responsabilité relationnelle. Ghoster est confortable pour celui qui le fait, à court terme. Ça évite une conversation difficile, ça évite de se confronter à la réaction de l'autre, ça évite de devoir assumer clairement une décision. Mais cette commodité immédiate se fait au prix de la dignité de l'autre. Et si nous voulons des relations, même des relations courtes, même des relations qui ne mènent nulle part, qui soient fondées sur un minimum de respect mutuel, alors ce minimum inclut d'avoir le courage de dire les choses. Que faire quand vous êtes ghosté ? C'est la question pratique, et elle mérite une réponse honnête. La première chose, c'est d'accepter que vous n'obtiendrez peut-être jamais l'explication que vous méritez. C'est difficile à entendre. C'est injuste. Mais attendre une réponse qui ne viendra pas, envoyer des messages supplémentaires dans l'espoir de forcer une réaction, chercher des explications sur les réseaux sociaux, tout ça ne fait que prolonger votre propre souffrance sans vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin. Vous méritez une explication. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous la donner. Et à un moment, accepter cette impuissance est la seule chose qui vous permette d'avancer. La deuxième chose, c'est de résister activement à la tendance de vous blâmer. Le ghosting dit quelque chose sur la personne qui le pratique, sur sa façon de gérer les émotions, sur son courage relationnel, sur ses outils de communication. Il ne dit pas que vous n'êtes pas aimable, pas intéressant, pas digne d'une relation. Séparer le comportement de l'autre de votre valeur propre est un travail difficile, surtout dans le silence qui laisse toute la place aux interprétations négatives. Mais c'est un travail essentiel. La troisième chose, c'est de vous permettre de vivre le deuil de cette relation, même si elle était courte, même si elle n'était pas officiellement définie. Un deuil n'est pas proportionnel à la durée de la relation, il est proportionnel à l'investissement émotionnel que vous y aviez mis. Et cet investissement mérite d'être reconnu, pas minimisé. Parlez-en à des amis, écrivez ce que vous ressentez, accordez-vous le temps dont vous avez besoin. Ne vous forcez pas à passer à autre chose, avant d'avoir vraiment traversé ce que vous ressentez. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante sur le long terme, c'est de ne pas laisser cette expérience vous fermer. La tentation après un ghosting, surtout si ça s'est produit plusieurs fois, est de se protéger en ne s'investissant plus, en gardant tout le monde à distance, en refusant de se laisser toucher. Cette protection est compréhensible, mais elle a un coût énorme. Elle vous prive de la possibilité de vivre des connexions authentiques et profondes. Et vous méritez ces connexions. Et si c'est vous qui avez tendance à ghoster, si vous vous reconnaissez dans certaines des raisons que j'ai décrites, je vous invite à une réflexion honnête. Pas pour vous culpabiliser. Mais pour vous demander ce que cette façon d'agir dit de vous, de votre rapport au conflit, de votre capacité à assumer vos décisions relationnelles. Parce qu'apprendre à dire les choses, même maladroitement, même de façon imparfaite, est une compétence qui s'apprend. Et cette compétence, une fois développée, change la qualité de toutes vos relations. Un message de 5 lignes qui dit « Je ne pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre, je te souhaite sincèrement le meilleur » est infiniment plus respectueux qu'un silence total. Il ne règle pas tout. Il peut encore faire mal. Mais il donne à l'autre la dignité d'une réponse. Et cette dignité-là, nous la devons à tous ceux avec qui nous avons choisi, même brièvement, de partager quelque chose de réel. Le ghosting est le symptôme d'une époque qui a rendu les connexions humaines plus faciles à initier et plus faciles à couper. Il est le symptôme d'une culture de l'évitement émotionnel qui valorise le confort immédiat sur la responsabilité relationnelle. Et il est aussi, parfois, le symptôme de personnes blessées qui n'ont jamais appris d'autre façon de partir. Comprendre tout ça ne signifie pas excuser. Ça signifie voir clairement. Et voir clairement pourquoi les gens ghostent, ce que ça fait, et comment s'en remettre, c'est la première étape pour ne plus laisser cette expérience définir votre rapport aux autres et à vous-même. Vous méritez des relations où les gens ont le courage de vous parler. Et si quelqu'un n'en a pas eu le courage avec vous, ce n'est pas votre histoire. C'est la leur. Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur quelque chose que vous aviez vécu ou que vous viviez en ce moment, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin.
Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà été ghosté? Comment vous l'avez vécu, et comment vous vous en êtes sorti? Je lis tous vos commentaires, et vos témoignages comptent vraiment pour moi. À très bientôt.